Midi 58. On accueille notre chroniqueur Vincent Geloso qui est là. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va mieux que Post Canada. J'allais dire, as-tu eu ton jus d'orange? Oui, j'ai eu mon jus d'orange ce matin. Okay. On va le dire qu'il n'est plus donné, mais je l'ai acheté quand même. Hey, juste avant, tant qu'à t'avoir, là... l'histoire des boycotts, je comprends là, le concept et le principe, mais là, de faire des listes de produits dans le journal puis nous dire d'arrêter de consommer des produits qui ont des usines à Montréal qui emploient, qui donnent de la job à 1000 personnes, donc pour 1000 familles, est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de l'échapper mentalement? Écoute, je te dirais que la manière dont je le vois, c'est que on est en train d'essayer de faire de la politique avec... pour bien paraître politiquement. On est en train d'essayer de mettre des gens en dessous du bus parce qu'il faut se rappeler, le protectionnisme, oui, les Américains nous font mal à un certain degré, mais nous, de répondre avec des affaires comme ça, on fait mal énormément aussi. Donc, tout ce qui fait mousser la popularité d'une réponse protectionniste, c'est jouer un peu avec la vie des gens, puis je trouve ça absolument... Mais pourquoi on le fait? Et pourquoi il y a une réponse aussi... Puis là, j'ai l'impression que c'est un peu amplifié par, entre autres, la gang de Québécois. Là. Mais pourquoi on a une réponse aussi sanguine? Puis là, tout le monde est parti avec son fanion de boycott. Puis moi, j'achète plus ci, puis j'achète plus ça, puis je vends ma Tesla. Puis pourquoi c'est si populaire? Parce que là, je veux dire, moi, je comprends, je suis d'accord là, que là, on est en train de jouer à un jeu où on n'est pas armé pour jouer à ce jeu-là du tout. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça lève de même? Et comment ça? Puis je sais que tu vas... Je te pose souvent des questions de même hypothétiques. Là. Mais comment ça, il n'y a pas un économiste qui se pointe d'un journal et dit hey, vous êtes fous, vous êtes en train de l'échapper? Là. Ah, il y en a plein qui vont le dire. Tu peux en trouver. Écoute, juste, tu te promènes sur Twitter, puis je peux t'en nommer une demi-douzaine qui sont pas du tout de mon opinion en général. Donc, tu sais, avec qui j'ai des différences sur plusieurs aspects de politique publique. Mais sur ça, ils disent pas mal la même chose que moi. La raison pourquoi c'est si populaire, c'est parce qu'il faut se rappeler que le protectionnisme, c'est la chose préférée de certains groupes d'intérêts qui sont capables de s'organiser politiquement pour obtenir des traitements de faveur de la part du gouvernement. Et ben si le protectionnisme américain nuit à une industrie en particulier au Québec, celle-ci va s'organiser pour lobbyer pour des réponses qui fait en sorte que eux vont être immunisés, en fait, de déterrer les Américains de faire une augmentation de tarifs, mais c'est d'autres industries qui vont payer. Donc, par exemple, quand on dit qu'on va y aller avec le sirop d'érable, ah oui. C'est pas les producteurs de sirop d'érable qui demandent ça, c'est d'autres producteurs qui sont fâchés que eux, leurs produits vont être taxés. Donc, ce que tu as, c'est une course au groupe d'intérêt de se faire la guerre entre eux et ça nous nuit économiquement parce que ces ressources-là qu'ils font dans le lobbying ne sont pas disponibles pour d'autres choses. La seule et unique réponse qu'on a de disponible, c'est d'augmenter la productivité canadienne, c'est-à-dire d'inviter des investissements en capitaux. Parce que si on invite des investissements en capitaux, on invite une augmentation des salaires, une augmentation de la productivité qui donne l'augmentation des salaires, en fait. Et en résultat, peu importe c'est quoi l'effet des tarifs, ben en pourcentage de notre revenu, cet effet est minimisé parce qu'on est une nation plus productive en réponse à ça. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous que d'enlever nos propres politiques publiques qui sont contre-productives à la croissance économique. Est-ce que c'est comme Donald Trump fait actuellement, c'est-à-dire demande aux gens, les investisseurs étrangers, venez chez nous, ça va être plus payant fiscalement, puis sinon, ben, je vais vous mettre des tarifs. Lui, il va des deux bords. Là. Il dit ça va être moins d'impôts si vous venez chez nous, puis ça va être plus de tarifs si vous venez pas. Ben, écoute, je vais le redire comme ça parce que c'est peut-être une bonne manière de le voir. La menace des tarifs est uniquement importante parce qu'on est relativement pauvre. Ouais. Si on est une nation beaucoup plus riche, on est mieux à même d'accumuler, d'accuser le choc et de dire OK, d'accord. Fait que on se rend moins vulnérable aux pressions américaines si on se rend une nation plus productive. C'est-à-dire que le chantage politique aura juste moins d'effet. Toutes les autres choses qui sont discutées, c'est des choses qui demandent à certains Canadiens de se faire mal pour peut-être faire mal aux États-Unis. Peut-être.
À 1/10 de notre économie étant 1/10 de l'autre, c'est la pire manière possible de s'immuniser contre d'un président qui veut faire ça. Puis d'ailleurs, ça s'applique pas juste pour le président actuel. Les démocrates aussi le font. C'est un jeu qu'on joue à tous les 4 ans. Il y a toujours une vague de protectionnisme. La seule réponse pour nous de s'immuniser contre ces vagues récurrentes de protectionnisme, c'est de faire du Canada une nation prospère. Juste avant qu'on tombe dans ton sujet, là, tantôt, on évoquait, parce qu'on commence à l'entendre, plus une question de plus d'opinion que un point de vue économiste, mais c'est pas grave, j'ose pareil la demander. Est-ce que tu penses qu'on pourrait être assez fendant, c'est le terme que je vais utiliser, pour dire, ben là, on va vous taxer si vous allez en vacances ou en voyage aux États-Unis. Est-ce que tu penses que présentement, dans la manière que l'on gère ça, c'est peut-être quelque chose qu'on veut mettre en place? Ben, ça serait un peu drôle de faire quelque chose de ce genre-là parce qu'au Canada, déjà, on taxe les gens de manière à ce qu'ils aillent aux États-Unis. L'exemple que je donne tout le temps, c'est tous les aéroports qui sont sur le bord de la frontière. Ils ont un volume, du côté américain, ils ont un volume qui vient de touristes canadiens qui veulent passer la frontière pour se promener aux États-Unis, mais ils utilisent des services américains. Pourquoi? Parce qu'on a tellement taxé les services dans les aéroports que les gens sont prêts à payer de l'essence, de prendre le temps de conduire pour pouvoir sauver 200, 300 $ sur un billet d'avion parce qu'on taxe massivement plus au Canada qu'autre chose. T'sais, si tu veux vraiment encourager l'économie canadienne, ces solutions-là, encore une fois, c'est le genre de solutions contre-productives que tu pourrais facilement éviter en disant qu'est-ce qu'on fait qui rendrait les Canadiens plus prospères, mais aussi qui les encouragerait à dépenser plus au Canada. Bien, la réponse, c'est peut-être qu'on devrait détaxer certaines choses, peut-être qu'on devrait détaxer l'investissement le plus possible. Peut-être, et je suis content d'avoir vu que tous les candidats à la chefferie du Parti libéral ont dit qu'ils voulaient retirer l'augmentation de la taxe sur les gains en capital. Faut faire ça et plus encore. Oui. Mais en même temps, cet argent-là, tu sais, puis moi, je bois tes paroles, là. Je suis 100% dans ton camp, mais cet argent-là est budgété l'autre bord. C'est ça aussi le problème, là. C'est que là, la machine a besoin de se faire nourrir. Fait que quand tu dis on va baisser les taxes ou les impôts de 5 je veux dire, ça balance plus l'autre bord. On est comme prisonnier de nos politiques récurrentes là, depuis 30 ans, quoi, là. Facile. Et c'est sûr que ça doit venir avec un programme de réduction des dépenses. Ouais. Mais il y a 2 choses que tu peux accompagner. Une des vertus des choses que je mentionne, surtout quand je parle de déréglementer, parce que tu peux inviter de l'investissement en détaxant l'investissement, mais tu peux aussi l'inviter en enlevant des règles qui l'empêchent de venir. On fait ça avec plusieurs secteurs de l'économie. On a des restrictions sur l'investissement étranger dans le secteur aérien, dans le secteur des télécommunications, tous des secteurs d'une grande importance et on limite légalement l'investissement, pas juste fiscalement, légalement on le limite. Mais si tu enlèves ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas augmenter la croissance économique. Ouais. En augmentant la croissance économique, en enlevant les barrières à l'offre, du côté de l'offre de l'économie, bien, la taille de la tarte va grossir. Puis l'effort que tu as besoin de faire pour réduire les dépenses publiques, pour réduire le déficit, est beaucoup plus petit. Donc, de faire grossir la tarte, ça n'a pas besoin de juste changer les politiques fiscales. Si tu fais un mix de ce que je mentionne, tu es sûr d'avoir de la croissance à 4-5 % par année en moyenne, parce que le Canada est une nation qui a déjà été capable de faire ça par le passé. Il n'y a aucune raison qu'elle ne serait pas capable encore de nos jours. Tombons dans notre sujet du jour, Post-Canada qui vient de tomber en égo. Là, comment on appelle ça? C'est une rencontre, c'est la commission d'enquête sur les relations de travail de Post-Canada. Et Post-Canada vient nous dire, écoutez, ça va pas, on peut pas payer, on est dans le trou. Donc, Post-Canada, selon ce que j'ai ici comme chiffre, là, aurait des pertes cumulatives entre 2018 et 2023 de 3 milliards. En 2022, perte avant impôt de 548 millions. En 2023, c'est encore pire, c'est 200 millions de plus, 748 millions de pertes avant impôt. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut sauver, ça, la grande poste de la reine, là?
Non, vraiment pas. Je pense que c'est même un peu enfantin, ceux qui disent que tu peux sauver ça. Premièrement, mettons une chose au clair. Post Canada, depuis maintenant plusieurs années, nous dit non, on est une société de la couronne indépendante, on n'a pas de subvention des contribuables. Ce n'est pas exactement vrai. Ils ont certains traitements fiscaux qui leur sont avantageux. Mais deuxièmement, ils nous disent qu'ils ne reçoivent pas un sou. Mais il y avait toujours la possibilité que le gouvernement allait venir les renflouer. Ça avait déjà été fait dans les premières années après que ça a été transformé du ministère de la Poste en Post Canada, donc une société de la couronne indépendante. Ils avaient déjà renfloué les coffres et là, on vient d'apprendre qu'ils allaient le faire. Donc, c'était de la frime, ce qu'on nous disait pendant longtemps. Éventuellement, au fur et à mesure que la société n'était pas capable de se gérer parce que c'est la nature d'un monopole et surtout d'un monopole public, de ne pas être capable de contrôler ses coûts, bien, éventuellement, nous, comme contribuables, vous, comme contribuable, parce que moi, je suis un contribuable américain présentement, vous allez payer. Vous alliez payer éventuellement. Et c'est ça qui s'est passé. Vous êtes en train de payer présentement pour la nature même de ce qu'est un monopole public. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, puis là, on débarque un peu de l'économie, mais c'est parce que des fois, on s'accroche souvent à nos institutions, à nos modèles. Je comprends là l'époque où on a fondé Post Canada, où on voulait vraiment que tous les Canadiens puissent s'envoyer une lettre pour la fête de maman ou un paquet ou un colis à 3000 km, puis là, on envoyait ça dans le train, puis il n'y avait pas d'autre façon de faire. Mais en 2025, il y a des compétiteurs, il y en a plein. Vous pouvez envoyer une lettre par un paquet de compagnies qui vous l'offrent avec des services aux petits soins, puis en moins de 24 heures, puis ici, puis ça. Et là, on a Post Canada, que tu viens de le mentionner, qui n'est pas capable de gérer ça, pas capable il n'y a pas de flexibilité, on n'est pas capable de s'en virer de bord. Là, en plus, on a les conventions collectives et puis tout le reste, là, de la lourdeur que ça implique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'émotif là-dedans? Parce que j'ai ce feeling-là, Post Canada, on peut pas perdre ça. C'est comme si c'était grand-maman, là. Non, mais c'est vrai. On s'accroche comme sur nos vieilles patentes. Là. Ça, Post Canada, c'est important. Et si ça ne l'était plus vraiment? En fait, je pense que on peut dire que ça ne l'est plus du tout. Je le pense, oui. Premièrement, écoute, mettons une chose au clair, on va faire une petite capsule d'histoire. Les gens pensent que historiquement, tu pourrais pas avoir de services postaux sans... C'est grâce à Post Canada ou à ses ancêtres quand c'était le Britannique qui s'en charge. Oui. Historiquement, en fait, il y avait un monopole public que l'État avait créé et il était tellement pas bon que à peu près avant 1850, par exemple, 90% des lettres au Canada étaient des lettres privées. Les gens utilisaient le secteur privé et quand le public a décidé de subventionner ça à fond la caisse avec l'argent des contribuables, les compagnies privées sont sorties du marché, mais le volume de lettres n'a pas changé. Donc, au final, on sait que très bien, même dans un passé avec des technologies nettement moins bonnes, le privé était capable. Mais là, tu m'apprends quelque chose. Il existait des bureaux later en 1852, là. Oui, il y avait énormément. Mais là, ça, c'était avec les technologies de l'époque. Aujourd'hui, on a une multitude de technologies supérieures. La logistique est massivement plus sophistiquée. Et on a des exemples d'endroits où on a démantelé le monopole public et on l'a privatisé. Et dans ces cas-là, particulièrement en Allemagne, ce qu'on voit, c'est que les prix sont restés stables. Ils ont diminué après la réforme et après, ils n'ont pas augmenté. Alors que dans tous les pays qui ont gardé un monopole public, parce que Post Canada, comme plusieurs monopoles publics en Europe ou ailleurs dans le monde, ont un domaine réservé, généralement certains types de lettres, qui sont la vaste majorité des items envoyés, et ils n'ont pas de concurrence. Mais en Allemagne, ils ont dit, on enlève tout ça au complet. Les prix ont baissé, sont restés stables après avoir baissé. Et le reste de l'Europe, ça a continué d'augmenter. Bon train, bon an, mal an, les prix augmentent dans la moyenne européenne. La même chose qu'avec Post Canada. Pourquoi? Parce qu'un monopole public n'a pas la discipline de la concurrence et n'a pas la discipline des actionnaires qui disent, j'aimerais ça que ça soit bien géré parce qu'au final, le contribuable va venir payer ultimement la facture. Aucune incitation à la bonne gestion et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la situation actuelle. On a toutes les raisons au monde de se départir tant historiquement que de manière contemporaine, de raisons de justifier le démantèlement du monopole, la privatisation de Post Canada et l'ouverture à la concurrence, no holds barred. Mais écoute, là, tu dis ça, moi, je suis d'accord. On est d'accord, OK? On s'entend un matin, là, c'est parfait.
Mais je me demande si on a tellement... Tu sais, ce que je disais, c'est cette espèce de sentiment d'appartenance, comme si c'était vraiment quelque chose là, tu sais, à laquelle on tenait, comme si c'était un souvenir d'antan. C'était la bague de grand-papa qui avait donné. Puis c'est comme si c'était vraiment... Et on a tellement l'impression qu'on s'accroche là, que, écoute, le président directeur général de Poste Canada, okay, il s'appelle Doug Ettinger, lui, il s'en va dire ça en commission. T'sais, moi, je suis là, en commission, je dis, bah, parfait, on met la hache là-dedans. Lui, il dit, nous sommes au volant d'un Ford 1967 et nous participons à une course de Formule 1 qui se tient en 2025. Ce qu'il vient de nous dire, le PDG de Poste Canada, c'est « fermez-nous ». Écoute, je pense Mais pas j'ai l'impression que lui, il se dit que c'est tellement fort, Poste Canada, dans la tête du monde, que ça disparaîtra jamais. Ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Oui, bien c'est là que je vais répondre quelque chose d'assez cruel. Le sentimentalisme ne devrait pas être payé par d'autres personnes. Si tu veux être sentimental avec quelque chose, utilise ton propre argent. Ouais. Mais la réalité, c'est que ce que tu fais avec le système actuel, tu as un système que les prix sont plus élevés et qui, lorsqu'il y a des déficits dans la compagnie, qui sont payés par les contribuables. Le sentimentalisme aux frais des autres, c'est pas quelque chose de glorieux et tu devrais pas te vanter de ça. C'est peut-être le temps de, justement, de dire, ben mettons un terme à ça. Le seul argument que je pense qui est bon, c'est les gens qui vont dire, mais ceux qui sont en région éloignée, parce que si tu ouvres le marché, le prix unique va disparaître. Les gens en ville, oui, ils vont payer moins cher, mais les gens à Lac-la-Biche ou à Chibougamau vont payer un peu plus cher. Ouais. Fine. Mais il y a des solutions beaucoup moins coûteuses qu'un monopole public pour faire ça. Tu peux détaxer les lettres, donc de traiter tout le courrier normal. Donc, tu sais, quand tu envoies tes factures, quand tu envoies des paiements, quand tu envoies des cartes postales, tu le détaxes de la même manière qu'on a détaxé sous la TPS les aliments. Donc, tu peux dire que c'est un bien essentiel non assujetti à la TPS. Je suis pas particulièrement fan de cette idée-là, mais si je dois la choisir entre ça et un monopole public inefficace, non soumis à la concurrence, et qui laisse les contribuables à payer les frais, je vais prendre la solution moins pire, puis c'est celle-là. Sinon, tu peux aussi augmenter, on a des crédits d'impôt qui s'appellent, par exemple, le Northern Resident Tax Deduction, qui est une déduction pour les gens qui vivent dans les territoires très éloignés, notamment dans les territoires, par exemple, du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut, et eux ont une déduction d'impôt. Bonifie-la au mieux. Tu n'as pas besoin d'un monopole public. Laisse-la marcher. Puis si tu as besoin d'aider quelques personnes, cible-les directement. Un monopole public, ça finit toujours à passer la facture aux contribuables. Toujours. S'ils ne l'ont pas déjà fait, en grande partie en passant la facture aux consommateurs via des prix plus élevés grâce à leur monopole. Mais là, quand même, dans un souci d'amener l'autre côté de la médaille, je vais quand même te souligner que le syndicat a amené lui-même ses propres suggestions pour sortir Poste Canada du trou. Écoute, je te lance ça. Naturellement, il y a un contribuable quelque part qui va devoir payer. Mais non, écoute, offrir des bornes de recharge pour véhicules électriques, tu sais, il pourrait ramasser l'argent de ça. Ensuite, offrir un service de vigilance pour les personnes handicapées ou âgées, un bracelet, il pourrait vendre ça aux personnes âgées. Étendre les services financiers ou même bancaires, Vincent, qui pourraient être proposés dans les bureaux de poste. Ils pourraient faire des prêts, quelque chose. C'est quoi? C'est une excellente idée. Puis sais-tu qui a la meilleure incitation à découvrir qu'est-ce qui va fonctionner dans ces alternatives-là? Une compagnie privée assujettie à la concurrence. Les compagnies privées, via le mécanisme de recherche de profit, ont intérêt à trouver ce que le consommateur veut. Et on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple. Tu as eu, après la privatisation et la libéralisation, tu as eu des types de compagnies différentes qui faisaient des types de services différents, qui offraient des trucs accompagnés qui étaient différents pour certains types de consommateurs. Et donc, et dans un marché privé concurrentiel, donc tu avais plusieurs firmes, mais ils se font concurrence sur la variété aussi, pas juste ce qu'on envoie juste sur lettre, ils se faisaient concurrence sur le type de produit, qu'est-ce qu'ils pouvaient vendre à côté. Si on libéralise, puis on dit, par exemple, une compagnie postale peut offrir certains services financiers additionnellement, la compagnie qui est capable de le faire va figurer la stratégie pour le faire. Poste Canada, parce que c'est un monopole public, n'a pas ces incitations-là. Il n'y a pas d'actionnaires qui vont venir investiguer si c'est rentable, si c'est profitable. Il n'y a pas de mécanisme de la concurrence qui permet d'essayer de détecter ou qui encourage de détecter qu'est-ce que le consommateur veut vraiment. Enlève le monopole qu'ils ont sur les lettres, vend Purolator au complet, privatise la chose dans son entièreté, enlève tous les privilèges qui restent et
rend plus flexible l'offre de services. Donc, enlève des barrières, par exemple, comme tu disais, à offrir des choses additionnelles comme des services financiers, des choses comme ça. Et ton problème ils vont le découvrir. C'est pas que le syndicat a une mauvaise idée. Non, mais dans un monopole, ça marche tu peux pas le savoir si elle s'applique ou non. Dans un monopole, ils sont pas capables de le faire. Exact. Ceci étant dit, merci beaucoup, Vincent. Je te souhaite une excellente semaine. Toi aussi, fais attention à toi. Salut, bye. Vincent Geloso.